Ok, imaginez un instant. La boutique Shopify tourne bien, super. Mais, et si on passait au niveau supérieur? Si on la transformait en une vraie marketplace? Un genre d'Amazon, mais pour une niche bien précise? Ou un Etsy super spécialisé? C'est une ambition énorme, on va pas se mentir, la marche est haute. Mais aujourd'hui, on ne va pas juste en rêver, non. On va décortiquer le plan d'architecte, étape par étape, pour voir comment on construit cette machine. Alors, pour bien commencer, il faut saisir le changement d'échelle. C'est pas la même ligue. Une boutique Shopify classique, c'est simple, c'est linéaire. Un vendeur, un stock, un paiement. Facile. Mais une marketplace, là on parle d'un tout autre animal. C'est un véritable écosystème. Imaginez des dizaines, voire des centaines de vendeurs, chacun avec son propre stock. Et le plus gros casse-tête, les paiements. Chaque vente doit être divisée, répartie entre tout ce monde. C'est vraiment le défi numéro 1 que notre plan doit absolument résoudre. Et donc, comme tout bon architecte, on commence par quoi? Les fondations, la stratégie. Avant même de toucher à une ligne de code, avant de penser aux applis, la question de fond c'est quelle sera l'âme, la nature de cette future marketplace? Et là, c'est la première grande décision, le premier carrefour. Est-ce qu'on part sur un modèle horizontal, genre un centre commercial géant où on trouve absolument de tout, à la Amazon? Ou est-ce qu'on choisit un modèle vertical, une boutique de niche hyper pointue pour une communauté de passionnés? Pensez à un site spécialisé, par exemple, dans les compléments alimentaires vérifiés. C'est pas du tout la même approche. Forcément, ça amène au problème classique, le fameux paradoxe de l'œuf et de la poule. Comment on fait? Pas de clients s'il n'y a pas de vendeurs. Mais les vendeurs ne viendront jamais s'il n'y a pas de clients. C'est le serpent qui se mord la queue. Eh bien, la réponse des experts est quasi unanime. Il faut utiliser ce qu'on appelle la stratégie du coin. En gros, on n'attaque pas le marché de front. On choisit une toute petite niche, un angle très précis, pour attirer une première communauté de vrais passionnés. Des vendeurs et des acheteurs qui se comprennent. C'est ce premier élan, cette première étincelle qui va tout changer. Bon, la stratégie est posée. On sait où on va. Maintenant, on passe au concret, la structure. Shopify, c'est le terrain, c'est la base. Mais il faut construire par-dessus. Il est temps d'assembler les poutres, les murs de notre bâtiment, autrement dit, le stack technologique. Cette architecture, il faut la voir en 3 couches superposées. Tout en bas, la fondation. C'est notre boutique Shopify. C'est du solide, c'est sécurisé. Par-dessus, on vient poser la charpente, la structure principale. C'est une application de marketplace. C'est elle qui va gérer les vendeurs, leurs produits, les commissions, tout le bazar. Et tout en haut, la touche finale, les finitions, ce sont les outils qui vont rendre l'expérience client incroyable. Et croyez-moi, c'est ça qui fait toute la différence à la fin. Le choix de cette application centrale, c'est vraiment déterminant. C'est le moteur de la fusée. On a des options, bien sûr. Une solution comme celle de Webcool, par exemple, c'est parfait pour un modèle de marketplace assez classique, un peu à la eBay. Si le modèle est plus orienté dropshipping ou curation de catalogue, une appli comme Handport sera peut-être plus adaptée. Le point crucial, vraiment, c'est de choisir l'outil qui colle parfaitement au modèle économique qu'on a défini au tout début. Et s'il vous plaît, ne sous-estimez jamais ce point. La recherche, c'est un piège classique. Les outils de base de Shopify pour une marketplace y sont complètement dépassés. C'est vital, j'insiste, d'ajouter des filtres avancés pour pouvoir trier par vendeur, par marque, par taille, par ce qu'on veut. Sans une capacité de découverte parfaite, les produits sont là, mais personne ne les trouve. Ils sont tout simplement invisibles. Ok, maintenant on va dans les murs. On regarde la partie qu'on ne voit jamais, mais qui est sans doute la plus critique. La plomberie et le câblage électrique de notre bâtiment. Autrement dit, comment circule l'argent? Du client à la plateforme et jusqu'à chaque vendeur. C'est le nerf de la guerre. Le terme technique à retenir ici, c'est le payment splitting, la répartition des paiements. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le mécanisme qui, au moment précis de l'achat, va prendre le paiement du client et, comme par magie, le découper en morceaux. Il envoie la bonne part au bon vendeur et il prend votre commission au passage. C'est automatique, c'est instantané, c'est vraiment le cœur du réacteur financier de la marketplace. En gros, il y a 2 façons de faire. La première, c'est le modèle indirect. L'argent arrive, vous encaissez 100% et à la fin du mois, vous payez manuellement chaque vendeur. Bon, ça a l'air simple au début, mais ça devient très vite un cauchemar administratif, vraiment. L'autre option, c'est le modèle direct, l'autosplit. C'est la norme pour les pros. Le paiement est réparti à la seconde même de l'achat, c'est plus complexe à mettre en place, c'est sûr, mais honnêtement, c'est la seule façon de pouvoir grandir et surtout de garder des vendeurs satisfaits. Alors, comment on fait pour automatiser ça? Comment on met en place cette auto-split? La réponse, aujourd'hui, elle est assez simple et elle a un nom. Stripe Connect. C'est la solution de référence pour les marketplaces.
C'est l'outil qui va gérer toute cette complexité en arrière-plan, qui va orchestrer les flux d'argent de façon hyper sécurisée et conforme à la loi. Ce n'est vraiment pas un hasard si toutes les grandes plateformes, ou presque, l'utilisent. Mais, attention, il y a un mais, une sorte de dure réalité financière à connaître, un coût un peu caché dans cette architecture. Puisqu'on utilise une passerelle de paiement externe comme Stripe Connect, eh bien, Shopify applique une commission supplémentaire, 1%, sur chaque transaction qui passe par la plateforme. Et ça, ce n'est pas négociable. Ce 1%, il faut absolument l'intégrer dans le business model dès le tout premier jour, sinon, mauvaise surprise à l'arrivée. Notre bâtiment a sa structure, sa plomberie, il lui faut maintenant les permis et les régulations. Pour qu'un bâtiment soit solide et légal, il faut des permis de construire. Pour une marketplace, c'est pareil. Il lui faut un cadre juridique et un climat de confiance pour durer. C'est une étape absolument non négociable. Il y a 3 documents juridiques qui sont fondamentaux. Vraiment, ce sont les 3 piliers. D'abord, les fameuses CGU. Les conditions générales d'utilisation, ça, c'est pour les règles du site avec tous les visiteurs. Ensuite, le contrat vendeur, ça, c'est le document qui fixe les règles du jeu avec les personnes qui vendent sur la plateforme. Et enfin, les CGV, les conditions générales de vente. Celles-là, elles encadrent la transaction finale entre l'acheteur et le vendeur. Ces 3 documents protègent tout le monde. L'opérateur, les vendeurs et bien sûr les acheteurs. Et pour bâtir cette confiance, il y a un principe de base, il faut savoir qui sont les vendeurs. C'est ce qu'on appelle le KYC ou le KYB, Know Your Customer ou Know Your Business. En clair, c'est un processus où on vérifie l'identité des vendeurs pour être sûr qu'ils sont bien réels, qu'ils sont légitimes. C'est absolument essentiel pour lutter contre la fraude et surtout pour rassurer les personnes qui achètent. Et l'impact sur les ventes, il est direct, il est massif. Regardez les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. 60% des gens ont déjà abandonné un achat en ligne par manque de confiance. 60%. À l'inverse, 70% se sentent plus en sécurité sur une plateforme qui vérifie l'identité de ses vendeurs. La conclusion, elle est simple, non? Ignorer cette vérification, c'est tout simplement prendre le risque de perdre plus de la moitié de sa clientèle potentielle. Et un dernier point très important, si la marketplace opère en Europe, il y a une nouvelle obligation qui est arrivée, ça s'appelle la directive DAC7. En gros, ça oblige les plateformes à collecter les infos sur les revenus des vendeurs et à les déclarer chaque année au fisc. C'est une contrainte administrative assez lourde et il faut vraiment l'anticiper dès le début, dès la conception de la plateforme. Ok, le plan est quasiment complet. On a la stratégie, la tech, le juridique. Il reste le dernier gros morceau. Et c'est peut-être le plus concret de tous. Comment on gère les opérations et la logistique quand les produits sont envoyés depuis des dizaines, voire des centaines d'endroits différents. Le concept clé ici, c'est le split fulfillment, ou le traitement fractionné. C'est très simple à comprendre. Imaginez, une personne achète 3 produits dans un seul et même panier. Sauf que chaque produit vient d'un vendeur différent à un endroit différent du pays. Le système doit être assez malin pour couper cette commande en 3 et envoyer la bonne info au bon vendeur, pour que chacun puisse expédier son propre produit. Et là encore, c'est le même refrain. Shopify, tout seul, ne sait pas faire ça. Sa gestion de base est pensée pour un seul stock, un seul lieu d'expédition. Pour pouvoir orchestrer ce véritable balai logistique, il faut une couche de plus, un logiciel qu'on appelle un OMS, un système de gestion des commandes. C'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui va intelligemment envoyer les morceaux de commande au bon endroit et surtout s'assurer que les stocks sont à jour partout, en temps réel. En fait, l'objectif final, il est très bien résumé là. On ne parle plus de simple expédition, on parle d'orchestration. Le but, c'est de diriger chaque commande vers le meilleur point d'expédition possible pour optimiser à la fois les coûts, mais aussi les délais de livraison. C'est vraiment à ce niveau-là que se joue une énorme partie de la satisfaction du client final. Et voilà, le plan est sur la table. De la stratégie au juridique, en passant par la technologie et la logistique, on l'a vu, construire une marketplace, c'est un projet complexe, c'est ambitieux, c'est certain, mais il faut se dire une chose, les plateformes qui domineront le marché demain, ce sont celles qui se construisent aujourd'hui. Du coup, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si on est prêt à se lancer, mais plutôt quelle niche de marché attend d'être conquise.